Vous êtes avec nous, je suis accompagné de François et Garance. Comment allez-vous? Très bien. Très bien, merci. Garance, la première fois que tu passes sur le podcast, est-ce que tu pourrais te présenter? Oui. Alors, ça fait à peu près 1 an que j'ai rejoint Boost Security, leur équipe de recherche en cybersécurité. Et donc, j'ai commencé à travailler avec eux à côté de mes études. Puis, j'ai fait mon projet de maîtrise avec eux à partir de septembre, donc qui a abouti à ce dont on va parler aujourd'hui. Donc, en travaillant avec eux, je me suis d'abord beaucoup formée en écrivant des règles de détection statique de vulnérabilité dans du code, ce qui m'a permis de comprendre les problématiques globales et actuelles en sécurité d'application aujourd'hui. Et j'ai ensuite pu travailler sur un outil de détection de malware en Java dans l'écosystème open source Maven Central, donc en détectant aussi des patterns dans du code source, mais aussi en essayant d'analyser un peu plus les métadonnées des packages, d'où ils viennent, quand est-ce qu'ils ont été publiés, pour essayer un peu d'estimer à quel point les packages étaient fiables. Et donc ensuite, en septembre, j'ai commencé à travailler sur la recherche dont on va parler un petit peu aujourd'hui, donc essayer de construire, d'illustrer les différents vecteurs d'attaque qui sont possibles au niveau de la phase de distribution d'un package open source. C'est d'autant plus intéressant de savoir comment vous êtes arrivé à cet état de recherche-là et pourquoi vous êtes arrivé, comment tout ça a été initié, ce projet de recherche-là, parce que ça n'arrive pas comme ça au hasard. C'est sûr. C'est vrai que Boost Security a déjà une grosse expertise au niveau des vulnérabilités dans les pipelines CI/CD, donc ça va plutôt toucher à la phase de build d'un package, de construction d'un package. Et on s'est notamment beaucoup basé sur un schéma qui a été dessiné par Salsa. Donc, c'est un schéma qui va définir le cycle de vie complet d'un package depuis la source, donc le moment où il est développé par un développeur sur la machine, en passant par le build, donc la construction du package, avec aussi l'import des dépendances, donc des autres packages que cet artefact va utiliser. Et après cette phase, il y a la phase de distribution du package, donc où est-ce qu'il va être hébergé, sur quel registre, comment est-ce qu'il va être distribué et de quelle manière les développeurs peuvent le télécharger. Et ensuite, il y a la phase de consommation, donc quand l'utilisateur utilise réellement le package dans sa machine. Et donc, quand on suit ce schéma, on peut voir qu'à chacune de ces étapes, et même entre les étapes, on peut avoir des moments où le package peut être compromis, où du code malicieux peut être ajouté, ou alors où on peut exfiltrer des données, etc. Et donc, le but, c'était vraiment d'essayer de couvrir une nouvelle partie de ce schéma chez Boost, donc en faisant de la recherche au niveau de la phase de distribution. Donc, au moment où un package est distribué, qu'est-ce qui peut mal se passer? Comment un attaquant peut exploiter les mécanismes des écosystèmes open source pour réussir à injecter du code dans un package légitime, ou alors pour réussir à distribuer un package malveillant. Et donc, l'idée de cette recherche, c'est vraiment d'axer notre recherche un peu plus sur la phase de distribution pour comprendre un peu mieux dans la globalité sur le cycle de vie complet d'un package, où est-ce que ça peut aller mal et comment ça peut aller mal. Donc, c'était la motivation, je dirais, principale au départ. Et après, comment on a réussi à avancer là-dedans, parce que c'est un objectif évidemment assez large. Donc, on a commencé par faire un gros état de l'art des différentes attaques sur la chaîne d'approvisionnement logiciel depuis à peu près fin 2024. Donc, on a pris beaucoup d'attaques majeures qui ont eu des gros impacts et on a essayé de comprendre pour chacune des attaques les différentes techniques utilisées, notamment les points d'entrée qu'ont utilisé les attaquants, comment les attaquants ont réussi à parvenir à exécuter du code malveillant sur les machines de leurs victimes. Et donc, en étudiant un peu les points d'entrée, ça nous a permis de comprendre un petit peu les faiblesses globales des écosystèmes open source. Donc, comment le fonctionnement même du principe de l'open source peut être exploité par des attaquants pour en tirer profit et exécuter du code malveillant chez leurs victimes. Et donc, une fois qu'on avait ce point de vue assez global et qu'on a pu un peu illustrer les différents moyens qu'a un attaquant pour exploiter ce monde-là de l'open source, on s'est plongé vraiment dans la documentation et dans les articles, les preuves de concept qui touchent à chacun des écosystèmes open source individuellement
Donc, c'était surtout axé sur NPM, PyPy, Maven et Go. En se plongeant dans la documentation, on essayait de comprendre un peu les mécanismes réels et profonds de comment les packages sont gérés, comment ils sont publiés, qui peut les publier, comment, quelle est la gestion des clés d'accès, quelles sont les configurations par défaut, est-ce qu'elles sont sécurisées ou pas, quelles sont les bonnes pratiques, et comment les packages même sont téléchargés par les développeurs, de quelle manière, comment un outil, par exemple pip pour pip install, va choisir la source du package qu'il va télécharger. Donc on essayait en fait de se poser des questions sur toutes les configurations possibles que peut avoir qui tournent autour de la distribution et le téléchargement d'un package, pour essayer ensuite derrière de comprendre précisément où est-ce qu'il y a des faiblesses dans ces mécanismes et comment un attaquant peut tirer parti de ces mécanismes pour derrière injecter du code malicieux ou exfiltrer des données ou faire quelque chose qu'on n'a pas envie qu'il fasse, en gros. Je pense quand même on a passé un petit bout de temps. Je pense pas qu'on a trouvé quelque chose de nouveau, mais on n'a pas hésité à aller assez en profondeur pour même aller valider le code qui valide, par exemple, le lock file. Donc, si on prend NPM, tu as un fichier de manifeste, package JSON, puis tu as un lock file qui va donner la liste de hash cryptographiques pour justement s'assurer que c'est exactement la même version qui avait été téléchargée précédemment si on doit la recharger de nouveau à partir de zéro, mettons, dans le CI/CD, pour que ça corresponde à ce que on a dans un autre file, par exemple sur le laptop ou plus tard dans le build. On est même allé dans le code source de NPM ou de pip pour voir. On a vu certains mécanismes en fait qui dépendaient, qui avaient peut-être des attaques de downgrade cryptographique avec des versions précédentes de hash comme SHA-1 ou même MD5. Mais on n'a pas vu vraiment de moyen de l'exploiter, mais on est quand même allé à ce niveau de profondeur là, de s'assurer qu'il n'y avait pas une façon de rollback si on y avait un logfile malicieux ou quoi. Oui, c'est ça. Et c'est vrai qu'on s'est rendu compte aussi avec nos différentes recherches, que ce soit en plongeant un peu dans le fonctionnement de ces écosystèmes ou dans d'autres articles et preuves de concept, qu'il y avait un énorme gap au niveau de Go, puisque c'est un langage un écosystème qui a été conçu assez tard, en 2007, avec vraiment la sécurité en tête pour son design. Et donc c'est vrai que ça fait de cet écosystème un écosystème qui est bien mieux pensé au niveau de la sécurité que, par exemple, NPM ou PyPy. Mais donc, on a réalisé aussi que cette grosse confiance qui était placée en Go faisait qu'il y avait moins d'articles et d'états de l'art de qu'est-ce qui pouvait être fait en Go, puisque évidemment, c'est pas non plus invulnérable comme écosystème. Et donc, ça a motivé un peu notre recherche axée sur cet écosystème pour essayer de comprendre à quel point les attaques qui peuvent être faites assez facilement avec PyPy et NPM, comme on a pu le voir depuis cet été par exemple, pour NPM, pouvaient aussi s'appliquer à Go ou pas, et à quel point Go nous protège ou pas de ces différentes attaques. Donc l'objectif, c'était vraiment d'essayer d'apporter un nouvel angle sur cet écosystème spécifiquement qui était assez peu regardé pour le moment. Je pense qu'il y a un aspect fondamentalement différent quand on compare ces écosystèmes, NPM, PyPy, Docker Hub ou RubyGems. Dans le cas de Go, c'est vraiment un écosystème entièrement distribué. Donc, il n'y a rien... Enfin, on va y venir, je pense que c'est là que Garance va venir. Il n'y a rien ou presque de centralisé. En fait, il y a quelque chose de centralisé qui est quand même très important à discuter, mais contrairement à NPM ou PyPy, la façon d'avoir quelque chose de centralisé versus ce qui est distribué est très différent. Donc, dans le cas de NPM, quelqu'un doit se créer un compte sur NPM.js, éventuellement créer un namespace. Juste le fait d'avoir un nom du compte, c'est l'endroit où tu vas uploader des packages, où tu peux avoir un namespace dédié, admettons, pour une entreprise, dans lequel tu vas partager avec plusieurs autres personnes, où tu veux publier plusieurs packages. Mais dans le cas de Go, ça fonctionne pas comme ça. Donc, Garance, tu peux expliquer. Oui, exactement. C'est vrai que Go peut supporter beaucoup de registries différents. Donc,
en fait, à peu près n'importe quel serveur web qui va servir correctement les tags dans une requête peut héberger un paquet Go. Il n'y a vraiment pas beaucoup de contraintes à ce niveau-là. Et en revanche, là où Go diffère des autres écosystèmes, c'est qu'ils vont vraiment appuyer sur l'immuabilité des packages et l'intégrité. En fait, ils ont un cache central qui s'appelle le Go Proxy, qui va cacher tous les packages qui vont être téléchargés au moins une fois avec GoGet, donc qui est la méthode pour donc l'équivalent de pip install pour installer un package Go. Donc généralement, les gens vont publier leur package sur GitHub et ils vont mettre des git tags pour que Go puisse récupérer la version de leur package. Ça peut être aussi sur GitLab, Bitbucket, ça peut être sur un serveur personnalisé, ça peut aussi être sur un site personnalisé qui redirige vers GitHub. Ça peut être à peu près n'importe quoi. Mais là où ils apportent vraiment la sécurité des packages, c'est que Go va tout mettre en cache dans le Go Proxy. Et une fois que c'est mis en cache, ça ne changera jamais. C'est immuable. Donc, il y a la garantie que les tags, les versions ne vont pas être modifiées. Donc, s'il y a une version v1.1.1 qui est mise en cache dans le Go Proxy, même si elle est changée dans son registre source, par exemple sur GitHub, elle ne le sera pas sur le proxy Go. Ça garantit vraiment que peu importe quand est-ce qu'on télécharge la version depuis le Go Proxy, on téléchargera toujours la même et j'aurai la même que d'autres développeurs, même si les développeurs la téléchargent, mettons, 3 ans plus tard. Donc ça permet une grosse stabilité évidemment du code et aussi une sécurité puisqu'on sait qu'une fois qu'une version a été... une fois qu'on fait confiance à une version et qu'elle est utilisée par la communauté, on va avoir la même chose exactement que tous les autres et il n'y aura pas un petit snippet de code malicieux qui s'est inséré entre-temps au milieu, quoi. Et additionné à ça, il y a aussi un check d'intégrité avec les hashes des packages. Donc, dès qu'un package passe et est caché dans le Go Proxy, son hash va être stocké dans la checksum database, qui est une base de données de tous les hashes de tous les packages qui sont stockés dans le Go Proxy. Et donc, on a aussi la garantie quand on télécharge un package et qu'on calcule son hash, que le hash est bien le même que celui qui avait été calculé au moment où il est rentré dans le Go Proxy. Donc, ça permet d'être certain que le package n'a pas été modifié non plus en cours de route et qu'il n'a pas été modifié à aucun moment. Donc, c'est très fort au niveau de l'intégrité. On est certain que le package, on a le même que tout le monde et on a le même que le Go Proxy et le même que celui qui a été uploadé dans le Go Proxy au tout départ. Ce qui est une différence fondamentale si on compare à NPM. Ou NPM, on va avoir un package JSON ou pip. On va avoir un numéro de version dans un manifeste. Admettons, on va dire je dépends de React 13.8.5. Mais si on n'a pas de log file, 13.8.5 peut être écrasé. Donc, dans 5 minutes, 13.8.5 peut être complètement différent de maintenant. Et donc, ça prend vraiment un log file pour ajouter cet aspect vérification cryptographique. Alors que ici, dès qu'on n'est pas le premier à le télécharger, puis ça, c'est quand même assez fondamental, c'est comme trust on first use, si on peut dire. Donc, dès qu'il y a quelqu'un qui l'a téléchargé, on peut dire que le 13.2.5 va être la même, peu importe. Donc, à la limite, le log file, il existe aussi dans le cas de GoMod. Là, il y a un log file, le GoSum. Il est moins strictement nécessaire. Il reste tout à fait utile pour différentes raisons, mais il est moins essentiel pour garantir une intégrité à long terme. Par contre, si on est le premier à être la victime, on est le premier à le télécharger ou on est un attaquant qui a l'intention de pousser 13.2.5 malicieux du premier jour, là, c'est là où on en vient, je pense, à la suite des choses. Oui, c'est ça. C'est vrai que là où on a compris qu'il y avait une grosse distinction à faire, c'est que l'intégrité, c'est bien, l'immuabilité aussi. Mais ça veut pas dire que les packages sont de confiance. C'est-à-dire que comme pour n'importe quel autre écosystème, n'importe qui peut publier un package et faire en sorte qu'il soit dans le cache du Go Proxy, n'importe qui peut distribuer un package et n'importe qui peut aussi distribuer du code malicieux. Donc évidemment, comme pour les autres écosystèmes, il y a plein de techniques qui permettent aux attaquants de distribuer du code malicieux et au final, ça revient... c'est la responsabilité du développeur final de faire attention à ne pas télécharger les mauvais packages, puisque c'est pas parce qu'un package est dans le Go Proxy et qu'il est immuable qu'il est réellement
bienveillant et qui il est là pour faire ce qu'il dit qu'il va réellement faire. Donc, on a essayé de, au départ, mapper les différentes attaques qui sont possibles dans les écosystèmes open source PyPy, NPM qui ont été beaucoup étudiés et regarder quelles attaques déjà étaient possibles dans l'écosystème Go. Alors évidemment, tout ce qui est les attaques de social engineering, donc essayer de piéger des développeurs pour qu'ils téléchargent un package malicieux, Go ne protège absolument pas contre ça, puisque les packages sont immuables, oui, mais ils ne sont pas de confiance. Donc, par exemple, une attaque comme du typo squatting, c'est déjà arrivé 2 fois en Go l'année dernière, enfin cette année même. Et ça fonctionne très bien puisque typo squatting, c'est quand on va modifier légèrement le nom du package pour que les développeurs, en tapant le nom du package, soit ils se trompent, soit ils vont trop vite et ils se trompent de lettres et ils vont télécharger le mauvais package. Dans ce cas-là, Go ne protège pas du tout contre quoi que ce soit puisque un attaquant peut publier un package qui a un nom qui est très proche d'un package populaire. Il peut le mettre en cache dans le Go proxy. Et une fois que c'est fait, n'importe qui mistype le nom du package va télécharger le package malveillant. Et c'est pareil pour tout ce qui est brainjacking, tout ce qui est essayer de piéger un développeur pour qu'il télécharge un mauvais package. Et c'est vrai que là où ça pourrait être aussi peut-être pire que d'autres écosystèmes, c'est que comme Go est centralisé, on l'a dit, est décentralisé, pardon, il y a juste un Go proxy qui va mettre en cache tous les packages, mais les registres sources peuvent être à peu près n'importe quoi. Ça veut dire qu'il n'y a aucune règle sur ces registres sources. Par exemple, sur GitHub, il y a l'authentification multifacteur qui est obligatoire pour tous les développeurs. Ça veut dire que si on maintient au minimum un projet, on est obligé d'avoir la MFA activée. Mais c'est pas le cas pour tous les registries. Par exemple, sur NPM, c'est pas obligatoire. Alors, ça veut dire que un package Go qui est dans le Go proxy, on ne sait pas si la source d'où il vient, elle est réellement sécuritaire au niveau de la gestion des identités de ses mainteneurs. Donc peut-être que le registry source, il va être beaucoup plus facilement attaquable et peut-être que le compte peut être très vulnérable parce qu'il n'y a pas de mots de passe qui doivent être forts au minimum d'un certain nombre de caractères, ou peut-être que il est très vulnérable au phishing, ou peut-être même qu'il n'est pas protégé du tout contre plein de choses, puisque ça peut être n'importe quel serveur. Donc, ça pose quand même un vrai problème au niveau de l'identité des mainteneurs des packages Go, et aussi au niveau des différentes versions. Puisque on sait qu'une version, une fois qu'elle est dans le Go proxy, ne changera jamais. Par contre, la version suivante, donc si on update un package, on n'a aucune garantie que c'est le même mainteneur, puisqu'on ne sait pas quel est le registre source, donc on ne sait pas comment le registre source gère les comptes des mainteneurs. On n'a aucune garantie que celle-ci est malicieuse ou pas, puisque donc on a aussi ce truc de le nom d'un package et le nom d'un mainteneur n'est plus autant de confiance que dans d'autres écosystèmes où ce sera attaché à un compte et à quelqu'un qui va quand même avoir un minimum de configuration de sécurité qui vont être appliquées, comme des mots de passe forts, des multifactor authentication, des choses comme ça. Donc ça, c'est un premier point assez un peu évident qui est quand même assez important à prendre en compte. Et notamment en parlant de ça, on a fait une étude pour regarder à quel point l'écosystème Go était vulnérable au repo jacking, qui est un type d'attaque où en fait, ça va directement toucher à la gestion des comptes dans un registre source. C'est-à-dire, on va prendre en exemple GitHub puisque c'est celui qu'on a étudié le plus. Si je crée un compte GitHub, je publie un package qui est stocké dans le Go proxy et ensuite je change mon nom d'utilisateur, ou alors je supprime mon compte GitHub puisque je change de carrière, j'ai plus envie de coder et j'arrête tout. Dans ce cas, mon compte GitHub, il va être disponible à n'importe qui. Donc, si François veut prendre mon compte GitHub puisqu'il est populaire et que j'ai des super packages, il va juste avoir à créer un compte GitHub avec le nom que j'avais utilisé auparavant qui est maintenant disponible. Et il pourra, comme ça, voler mon package puisque s'il a un compte GitHub qui est le nom de mon ancien compte GitHub, et s'il publie un package avec le même nom que celui que j'avais publié avant de tout supprimer, il va avoir en fait un package qui a le même chemin d'accès en fait. Et puisque Go va identifier ces packages avec le chemin d'accès, donc le domaine sur lequel le package est hébergé et le nom du package,
Dans le cas de GitHub, ce sera github.com, le nom d'utilisateur, le nom du package. Ça veut dire que si quelqu'un d'autre arrive à inscrire un compte GitHub avec le même nom d'utilisateur et à publier un package avec le même nom, cette personne peut publier des versions supérieures et les mettre en cache dans le Go Proxy, et personne ne saura jamais que ça a changé de mainteneur et qu'en fait, c'est peut-être un attaquant qui a récupéré le compte. Donc ça veut dire que si un compte GitHub est modifié ou est supprimé, mais qu'il a des packages Go qui sont mis en cache dans le Go Proxy, il est vulnérable au repo-jacking, c'est-à-dire au fait qu'un attaquant peut récupérer son compte, publier une version supérieure de ce même package, et donc dès que quelqu'un va update ses packages, les mettre à jour, il risque de télécharger du code malicieux. Et donc, ça pose un vrai problème de confiance dans les comptes qu'on va utiliser, qui hébergent les packages Go qu'on utilise. Et pour essayer de quantifier un peu tout ça, on a récupéré tout le contenu du proxy Go pour essayer d'extraire tous les packages qui seraient vulnérables au repo-jacking. Donc, on s'est concentré sur GitHub seulement, ce qui était déjà assez long, mais c'est aussi le registre le plus populaire et le plus utilisé. Donc, on a récupéré tous les packages GitHub qui étaient stockés dans le Go Proxy. Et pour chacun de ces packages, on a envoyé une requête à l'API GitHub pour voir si le nom d'utilisateur GitHub était toujours enregistré ou s'il était libre parce que quelqu'un l'avait soit renommé ou soit supprimé. Je pense qu'on peut peut-être mentionner que ce qu'on a pu faire, on a développé un petit outil qu'on a utilisé une fois, mais maintenant on l'a, qui nous a permis de télécharger l'entièreté du Go Proxy Index. Donc, l'index, juste les métadonnées de tous les packages qui ont été publiés depuis le début de l'existence de ce Go Proxy, donc en 2019, c'est ça, Garance? Je me rappelle plus. Oui, c'est ça, 2019. Donc, 2016, ouais. Bref, un certain nombre d'années, on a pu télécharger les métadonnées, pas nécessairement les packages. On pourrait absolument télécharger tous les packages, mais c'était pas nécessaire pour notre fin. Juste les métadonnées, puis on s'est retrouvé avec une base de données SQLite d'environ 10 gigabytes de métadonnées. Donc, juste 3 colonnes, comme mettons nom du package comme github.com /Nicolas/ mon package, numéro de version et la date à laquelle il a été inséré dans le Go Proxy. Donc, puisqu'il y a une seule opportunité de pousser la version 2.4.5, c'est la date à laquelle il a été poussé. Ensuite, on n'a aucune autre métadonnée qui est accessible publiquement. On ne peut pas savoir le nombre de downloads. On ne peut pas savoir... bref, ça serait ça qui serait intéressant pour nous de savoir, mais ça, c'est pas publié par Google, en fait. Mais on a pu avoir l'entièreté des packages. Et là, on peut faire des analyses statistiques, voir, OK, en moyenne, il y a, admettons, je sais pas, Garance si tu as les chiffres, là, mais admettons 95% du temps, c'est github.com / quelque chose. Sinon, il y en a d'autres. Évidemment, il y a des domaines custom, admettons mycompany.org. Il y en a certains un peu plus spécifiques qu'on va discuter plus tard, là. Mais ça nous a permis ensuite de faire ce genre d'analyse en comparant par rapport au repo GitHub s'ils avaient été renommés ou supprimés, lesquels pouvaient être repo-jacked et autres. Donc, c'était vraiment comme... On a une petite base SQLite qui nous a pris quand même quelques heures à télécharger. Là, donc, il n'y a pas vraiment il n'y a pas un API download, mais il y a un API comme paginer où on peut paginer par coup de, admettons, 100. Puis on a comme fait ça en parallèle. Ça fonctionne très bien. Donc, on a c'est juste un petit peu d'algorithme de base. Oui, donc c'est vrai qu'on a décidé de se concentrer sur GitHub puisque c'est 80% des packages Go sont hébergés sur GitHub. C'est une étude de Vulncheck, il me semble, de l'année dernière qui a montré ça. Et donc, une fois qu'on a eu cette grosse base de données, l'idée c'était de trier un peu là-dedans qu'est-ce qui était intéressant au niveau des attaques de repo-jacking, donc de récupérer tous les comptes GitHub qui avaient été supprimés, mais qui étaient toujours dans le cache du Go Proxy, donc toujours disponibles à être téléchargés en fait. Et en récupérant ça, et aussi les comptes qui ont été renommés, il faut savoir que quand
renomme un compte GitHub, jusqu'à ce que l'ancien nom soit à nouveau enregistré, GitHub va automatiquement rediriger les utilisateurs vers le nouveau nom. C'est pour question de praticité, pour éviter que tout casse du jour au lendemain si quelqu'un renomme son compte. Mais il n'empêche que même s'il y a la redirection, dès que quelqu'un enregistre l'ancien nom GitHub, la redirection s'arrête et on est redirigé vers le nouveau compte qui a le même nom que l'ancien compte. Donc, on a aussi regardé tous les packages qui étaient redirigés vers un nouveau compte. Et on a découvert presque 35 000 packages Go qui étaient stockés dans le Go Proxy, mais dont le compte GitHub avait été soit supprimé, soit renommé. Donc, 35 000 packages qui étaient vulnérables au repo jacking, ce qui est énorme. Alors, on a voulu aller un peu plus loin pour savoir, parmi ces 35 000 packages, combien sont réellement utiles, exploitables, utilisés, puisque ça peut être aussi juste des tests, des trucs qui sont jamais utilisés par personne, et dans ce cas, on s'en fiche un peu. Mais donc, on a essayé de regarder, comme on n'a pas accès aux statistiques, comme l'a dit François, des utilisations des packages, c'était un peu difficile de comprendre à quel point un package était populaire ou pas. Donc, on l'a fait par 2 méthodes différentes, enfin plusieurs méthodes en fait. Déjà, on a commencé par mapper contre une liste qui est sur GitHub, qui s'appelle Awesome Go Package, qui donne comme une grande liste de packages Go qui sont incroyables. Et on s'est dit, vu le nombre d'étoiles qu'avait ce repo GitHub, que c'était assez pertinent de regarder s'il y avait des packages là-dedans. Et on a trouvé déjà 2 packages qui étaient dans cette liste, qui avaient été redirigés vers un autre compte GitHub avant que le compte soit supprimé. Mais malgré cette redirection, tout le monde n'était pas au courant que le compte GitHub avait changé. Donc en fait, il y a des gens qui utilisent toujours l'ancien nom et qui utilisent le package qui a été redirigé et qui est maintenu aujourd'hui par quelqu'un d'autre. Mais donc si le nom était enregistré aujourd'hui, pour le coup on l'a enregistré pour éviter que quelqu'un d'autre le fasse, le Go allait juste télécharger le package d'un nouveau mainteneur, ce qui est très dangereux évidemment. Et donc cette histoire de redirection en fait a fait en sorte de cacher le fait que le compte ait été supprimé, et donc ça rendrait l'attaque encore plus discrète, puisqu'en plus un attaquant aurait qu'une chose à faire, c'est enregistrer le compte, ce qui est très facile. Il faut juste une adresse mail et savoir écrire sur un clavier. Le paquet qui est maintenu aujourd'hui par quelqu'un d'autre, il est open source, donc c'est très facile de juste copier-coller le code et le mettre dans son nouveau package pour que personne se rende compte que c'est une autre version. Et puis insérer une petite ligne obfusquée de code malicieux que personne va probablement regarder, puisque c'est un package qui est maintenu depuis longtemps, donc les gens ont déjà confiance en ce package. Donc c'est une attaque qui est très 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 facile à exécuter, ce qui fait qu'elle est aussi très dangereuse. Donc on a trouvé notamment 3 packages qui étaient dans cette liste Awesome Go qui étaient vulnérables. Heureusement, il y en a un d'entre eux qu'on n'a pas pu enregistrer, parce qu'il y a quand même des règles GitHub de protection qui protègent un minimum de ça, qui en fait va se baser sur les statistiques de la dernière semaine avant la suppression du compte. Donc si un compte GitHub a été cloné ou utilisé dans des actions plus de 100 fois dans la semaine précédant la suppression du compte GitHub, ils vont bloquer le nom du package ou le nom d'utilisateur pour que personne d'autre puisse l'enregistrer une fois que le compte est supprimé. Ce qui est une très bonne pratique, évidemment, mais qui a ses limites, notamment en Go, puisque en Go, comme on passe par le Go Proxy, si moi je télécharge un package GitHub, il sera cloné une fois dans le Go Proxy, mais ensuite tous les gens qui vont l'utiliser après moi, ils vont le télécharger depuis le Go Proxy et pas depuis GitHub. Donc en fait, il n'y aura pas d'utilisation supplémentaire visible par GitHub. Ouais, au final, le seul qui le télécharge, c'est potentiellement Go Proxy. Donc c'est juste à travers ce proxy, c'est potentiellement celui qui est le seul qui va incrémenter ce compteur-là. Donc cette protection-là que GitHub a mis, elle fonctionne bien si l'artefact est téléchargé directement depuis GitHub, mais autrement. Oui. Ce qui est généralement pas le cas quand on utilise Go. Donc ça a ses limites. Et on a voulu aller un petit peu plus loin. Donc on a récupéré d'un autre projet d'un de nos collègues, Sébastien, que vous avez vu dans le podcast précédent avec Boost, qui avait construit une liste de packages Go qui était assez essentielle au monde open source en utilisant leur
Criticality Score de OpenSSF. Donc c'est un score qui est entre 0 et 1 qui va essayer d'évaluer à quel point un package open source est utile et utilisé par la communauté, qui est basé sur plein de choses différentes. Je vais pas vous refaire l'équation là, mais on a utilisé ce score pour essayer de récupérer déjà les packages qui avaient un score assez élevé de criticality. Nous, on a choisi 0.2, puisqu'il y a différentes études de OpenSSF et d'autres entités qui ont montré que la majorité des packages qui étaient largement utilisés avaient un criticality score déjà de 0.1, ce qui paraît très bas comme ça. Et pour des raisons de comment le score est utilisé et calculé, on a des packages très importants qui vont avoir un criticality score assez bas. Donc on a pris 0.2 pour avoir quand même un spectre assez large. Et dans toute cette liste de packages, on a trouvé 54 packages qui étaient cachés dans le Go Proxy et qui étaient vulnérables au repo-jacking, donc dont le compte GitHub était enregistrable, ce qui est encore une fois beaucoup. Et on a aussi, dans un troisième temps, essayé de calculer un peu à la main à quel point les modules Go qui étaient vulnérables au repo-jacking étaient utilisés dans des projets publics GitHub. Donc pour ça, on a fait des requêtes à l'API GitHub pour essayer de comprendre dans combien de Go mod files les packages étaient importés. Donc on a récupéré tous les projets qui étaient importés dans au moins un Go mod file. On peut aussi moduler au moins 2, au moins 3, au moins 100. Et on a aussi fait ça avec Package Go Dev qui va donner des stats sur le nombre de packages open source qui vont importer un package. Donc c'est imported by. Et donc on récupère ce champ. Alors c'est pas hyper précis pour plein de raisons différentes, notamment le fait que automatiser des tâches, on n'a pas les stats précises puisque c'est censé être des recherches humaines et pas automatisé, donc du coup on n'aura pas tout à fait les mêmes recherches que si on regardait tous les packages à la main, ce qui était pas envisageable puisqu'il y en a beaucoup trop. Mais avec ces deux techniques, quand on couple les deux trouvailles et qu'on extrait tous les packages qui sont mis en cache dans le Go Proxy, qui sont vulnérables au repo-jacking et qui sont importés dans au moins un autre projet open source, on a 9500 packages en résultat, ce qui est énorme. Alors, dans ces 9500, il y en a quelques-uns qui sont importés que par 10 projets, donc peut-être que c'est leurs copains, j'en sais rien. Il y a d'autres packages qui sont importés par, je crois que le maximum, c'était 600. Donc c'est énorme, surtout quand on pense au nombre de packages qui importent ces packages-là qui dépendent du package repo-jackable. C'est-à-dire que quand on pense aux dépendances transitives, on se dit que ça peut impacter vraiment beaucoup de gens. Donc ça peut être très dangereux, notamment si on télécharge des nouvelles versions, si quelqu'un découvre ça et a l'idée de publier le package. Donc c'est assez dangereux. Et donc pour essayer de trouver un peu plus facilement si nos dépendances à nous déjà étaient vulnérables et si on était concerné par ce problème, on a fait un petit outil Go qui s'appelle Gobelin, qui est open source déjà, qui est assez simple et qui va en fait construire le SBOM d'un projet Go à partir du Go mode et essayer de rechercher dans ce SBOM pour chaque dépendance si le compte GitHub associé est encore enregistré ou non pour savoir assez simplement si une de nos dépendances ou dépendance transitive est vulnérable au repo-jacking. Donc c'est un petit peu long puisqu'évidemment il y a une limite de requête avec un token GitHub, donc il faut être un peu patient, mais si on n'a pas trop de dépendance, ça peut être rapide, ça peut durer 10 secondes. Si on en a beaucoup, ça peut s'approcher de l'heure puisqu'il y a évidemment cette limite de requête. Mais malheureusement, comme tout outil de Blue Team, ça veut pas dire, même si on voit cet outil-là, il va nous dire voici les comptes GitHub qui sont disponibles. Mm-hmm. Les attaquants peuvent tout autant rouler cet outil-là et le rouler peut-être 5 minutes avant vous. Donc, oui, aucune garantie que ça ne sera pas utilisé à mauvais escient. Mm-hmm. Peut-être une autre chose qu'on peut parler, on a beaucoup parlé de compte GitHub, mais il y a aussi tout ce qui est les noms de domaine, parce que, comme on l'a dit, n'importe quel serveur peut servir des Go packages, c'est vraiment pas juste GitHub. Hein. Puis, en particulier, il y en a un qui est très populaire. Il y a un nom de domaine, autre que GitHub, qui est particulièrement utilisé
pour une raison intéressante. Puis ça, c'est comme un autre angle de la recherche. Exactement. On a découvert un domaine qui s'appelle Go Package In, PKG In, qui va en fait rediriger vers GitHub, mais qui est supposé servir des packages Go pour tous les packages GitHub qui n'ont pas de tag associé. On n'a pas tout à fait compris pourquoi certains packages n'auraient pas de tag associé, mais en fait, Go, quand on run Go Get, il va récupérer automatiquement une version sur GitHub, et cette version, elle doit être associée à un Git tag qui est créé à la main. Et donc, Go PKG In permet de récupérer plutôt des branches qui ont un nom de version. Donc, par exemple, au lieu d'avoir un git tag v1.1.1, je vais avoir une branche sur GitHub qui a le nom v1.1.1 et Go PKG In va être capable automatiquement de récupérer cette version comme une vraie version. Et donc, ça, c'est un domaine qui va seulement rediriger vers GitHub, mais qui est très utilisé. Et les gens qui vont requêter un paquet à travers ce domaine vont avoir un chemin d'accès du paquet qui commence par go pkg in / paquet. Puis il est très utilisé en l'occurrence par un petit projet qui est pas très connu, qui est codé en Go, qui s'appelle je sais pas comment le prononcer, ça commence par Kubernetes. Un truc comme ça. Bref, Kubernetes a des dépendances qui passent via ce proxy-là, qui est un proxy third party, un projet personnel de quelqu'un qui travaillait ou qui travaille encore pour Canonical. Et puis, ce nom de domaine-là, il semble être détenu par cet individu-là, qui est certainement une bonne personne. J'ai rien contre ça, mais c'est quand même, ça veut dire que l'écosystème Kubernetes a une certaine dépendance sur cet individu qui pourrait décider de ne pas renouveler de mettre sa carte de crédit dans GoDaddy pour renouveler le domaine, par exemple. Voilà, donc là, on en vient à la partie les noms de domaine pourraient expirer, puis quelqu'un pourrait juste les racheter. Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, on a trouvé dans le GoProxy un domaine très critique qui était expiré. Heureusement, il a été bloqué par je ne sais qui le maintenait auparavant. Mais c'est vrai que pour des domaines un peu moins critiques et quand même très utilisés, ça peut être un vrai problème si un domaine expire et que quelqu'un l'achète pour 4 € par an et publie n'importe quoi dessus. Donc ça s'applique évidemment à n'importe quel domaine ou à n'importe quel registre de partage de compte, comme aussi GitLab ou je ne sais quel autre serveur. Peut-être. Il y a tout un autre aspect aussi dans la recherche. Là, on peut peut-être s'éloigner un petit peu de tout ce qu'on a parlé qui concerne vraiment les noms, les namespaces. Tout ce qui est Go Replace. Pour les gens qui sont familiers un peu plus avec le langage Go, il y a quelque chose dans GoMod qui permet, mettons, d'avoir une version en local d'un package. Donc, on a une dépendance tierce, puis on veut faire des patchs. Admettons qu'il y a un bug dans une dépendance qu'on dépend, puis on voudrait peut-être contribuer cette patch-là en open source. On va vouloir le tester en local. Puis il y a ce qu'il appelle le GoMod Replace, qui sert exactement à ça. Donc, ça permet de temporairement réaiguiller vers un clone local. Mais en fait, ce qu'on a discuté dans le papier, c'est que ça pourrait être utilisé par des attaquants pour un petit peu camoufler les attaques. Puis encore là, il y a comme des aspects un petit peu plus funny avec les pseudo-versions. Je pense que Garance peut parler de tout ça. Oui, c'est vrai qu'il y a cette histoire de Go Replace qui va en fait être placée dans le Go mode au niveau de la racine du projet, ou alors dans le Go Work File, qui va permettre de remplacer tous les projets, toutes les dépendances qui ont un même chemin d'accès par un autre chemin d'accès. Donc si je mets Go Replace github.com/françois/package et que je le remplace par github.com/garance/package, toutes les dépendances de ce projet vont être remplacées par mon package au lieu du package de François. Alors ça, si c'est, mettons, quelqu'un qui contribue à un projet, va forcément importer des nouvelles dépendances, changer un peu le Go mode file, et donc ça peut être noyé dans pas mal de choses. Fait que si quelqu'un ne fait pas trop attention à tout ce qui a été importé dans le Go mode file en
en vérifiant une contribution, ça peut un peu passer à la trappe, surtout que on a vu qu'un outil, par exemple, comme GoModGraph, qui est censé afficher tout l'arbre de dépendance d'un projet, va montrer le paquet original et pas le paquet qui remplace l'original dans l'arbre de dépendance. Ce qui est assez bizarre, d'ailleurs. Par contre, GoList-mall, donc le SBOM du package, va bien montrer le paquet qui est remplacé. Donc, il faut faire un peu attention à ces replays puisqu'ils sont pas toujours visibles en fonction de quelle commande on va choisir de taper pour voir les dépendances de notre projet. Et ça peut facilement passer à la trappe et ça peut aussi avoir des conséquences catastrophiques puisque ça remplace un package par un autre de manière totalement arbitraire. Puis on pourrait combiner un peu ça avec du typo squatting parce que dans notre recherche, on a vu que c'est loin d'être rare des projets open source importants qui, dans leur GoMod, ont une directive replace. Pour une raison, justement, comme je le disais, ils peuvent ne pas être compatibles avec un package, quelque chose qui ont dû faire une patch temporaire, mais une patch temporaire devient là pendant des années. Et donc, ça devient partie de l'historique du projet d'avoir cette patch-là. Et donc, une contribution open source qui modifierait pour une bonne raison le restant des autres dépendances, mettons, ajouter une nouvelle dépendance, mettre à jour d'autres, puis ensuite la ligne Go Replace, sans pour autant la remplacer par quelque chose pourrait la remplacer par quelque chose avec juste un caractère de différent. Mettons, je dis Nicolas, mais là, ça pourrait être Nicolo, puis juste un seul caractère. Garderait ce replace-là vers quelque chose qui est complètement différent. Donc, ça pourrait être une façon... Là, ça devient du social engineering un petit peu. C'est moins technique, mais c'est autant d'outils que des attaquants pourraient utiliser pour camoufler. Puis une fois que ça devient une dépendance transitive, là, ça devient très difficile de s'en rendre compte parce que là, c'est une modification légère dans une dépendance transitive qui passe de Nicolas à Nicolo. Probablement personne ne va s'en rendre compte. Oui, on a tendance à faire confiance à ceux qui dépendent directement de la dépendance, en fait. Et c'est vrai que au niveau social engineering, même pour juste manipuler un contributeur et dire « Ah, bah, cette dépendance, elle est plus trop maintenue. Alors, moi, j'ai trouvé un fork qui maintient bien cette dépendance au jour le jour. Je propose qu'on remplace par cette nouvelle dépendance. » Et c'est des choses qui se font beaucoup, mais qui peuvent aussi être faites de manière assez malveillante. Donc, il faut... être un peu attentif à ça. Et c'est vrai que ça peut facilement passer à la trappe. Puis je pense qu'on peut terminer par combiner un petit peu ce qu'on a parlé dans le podcast précédent. L'attaque peut vraiment amplifier ou ouvrir des portes vers d'autres scénarios d'attaque. Oui, exactement. Alors, il y a quelque chose en Go qui est possible quand on a envie d'importer du code, un package qui n'a pas encore une version attitrée, donc un git tag, par exemple, pour GitHub. Ça s'appelle les pseudo-versions. Donc, en fait, on va récupérer un package avec la version la plus haute de ce package et un hash qui suit la version, qui est en fait le hash du commit Git qui correspond au code qu'on a envie de récupérer. Et c'est très commun d'utiliser ces pseudo-versions puisque ça permet d'utiliser du code qui n'est pas encore release officiellement, mais qui serait bien utile d'utiliser pour le moment. Et donc, ces pseudo-versions, elles permettent d'importer du code d'un git commit, sauf que comme le git proxy cache de manière définitive tout ce qui passe par lui, si je fais un commit sur mon compte GitHub, que je le télécharge en tant que pseudo-version, donc en appelant ce commit avec go-get mypackage v le hash de mon commit, il va être stocké dans le cache. Ensuite, je supprime mon commit, donc le commit n'existe plus sur mon compte GitHub, et les gens vont quand même pouvoir récupérer ce commit hash depuis le Go proxy, sans même savoir que le commit n'existe plus sur mon compte. Alors déjà, ça peut être assez facile pour cacher des choses. Ça a d'ailleurs été le cas dans l'attaque BoltDB, qui était un typo squatting Go, où en fait l'attaquant a mis en cache un package malicieux dans le Go proxy. Il a supprimé son commit dans le GitHub classique. Donc tout le monde pensait que son code était super top parce qu'en regardant son compte GitHub, il y avait rien de très alarmant. Mais en fait, personne ne savait que dans le Go proxy, la version qu'il avait
la version qu'il avait mise en cache dans le Go proxy était malicieuse, donc tout le monde téléchargeait cette version malicieuse. Par contre, la version correspondante dans GitHub, puisque GitHub permet de réécrire des git tags et donc de réécrire des versions, personne ne s'est rendu compte qu'il y avait un gap entre la version du Go proxy et la version du compte GitHub du mainteneur. Et ça peut être poussé encore plus loin, puisque on peut récupérer dans le Go proxy un commit par son hash qui est dans une branche qui n'est pas la master du compte Git. Donc si je crée une branche temporaire qui s'appelle 1, 2, 3, que je mets un truc malicieux dedans et que je le télécharge dans le Go proxy, la version, donc la pseudo-version qui va correspondre au hash de mon commit, elle va être placée à côté du package normal. Donc moi, j'ai un package qui s'appelle garant/package. Je crée une branche temporaire dessus, je mets un commit, je le supprime, je télécharge mon commit dans le Go proxy. Le commit, il aura le nom de mon package, donc garant/package avec la pseudo-version. Version qui se voit juste, c'est un hash, donc c'est un peu difficile à partir du hash de savoir à quoi ça correspond réellement, évidemment. Et là où on peut pousser le truc encore plus loin, c'est qu'avec la technique d'attaque qu'a introduit François dans son dernier article, donc bot delegated talk to, time of check, time of use, on peut réussir à piéger un bot pour qu'il, si on fork un repository légitime, mettons Kubernetes, pourquoi pas, on va être un peu moins ambitieux, mais on va faire un fork d'un repository légitime, on va ouvrir une pull request depuis ce fork avec un super code pas du tout sympathique, on va réussir à piéger le bot pour qu'il... Pardon, je recommence. En fait, si on fait une PR avec du code très légitime depuis un code extérieur, on va demander à ouvrir cette PR, le mainteneur va relire notre code, il va voir que c'est une super belle contribution, merci de contribuer à un projet open source. Alors il va mettre à son bot OK to test et le bot va récupérer cette PR, créer une branche dans le repository légitime original dans lequel on a ouvert la PR et mettre le code de la PR dans cette branche. Donc, en fait, il va créer une branche dans le repository et prendre le code extérieur, le mettre dans le repository dans une branche. Sauf que avec la technique de François d'utiliser en fait le gap qu'il y a entre le moment où le mainteneur va valider la PR et le moment où le bot va effectivement copier le code de la PR dans le repository, dans ce gap de temps, on peut modifier le code de la PR et rajouter un petit snippet de code malicieux. Et si on fait ça, c'est-à-dire si quand le mainteneur a mis OK to test et OK pour copier le code extérieur dans mon repository, s'il n'a pas précisé un hash de commit spécifique, on peut commit quelque chose entre-temps. Et donc, en fait, le bot va copier-coller du code extérieur dans une branche de son repository qui sera malicieux et il ne le saura pas. Et une fois que le code est dans le repository, ça veut dire que le hash du commit, il est identifiable avec le chemin du repository légitime, puisque on vient de le voir, si on a un code qui est dans une branche qui n'est pas la branche main, on peut quand même l'utiliser en tant que pseudo-version. Et donc, si on arrive à faire en sorte que ce code extérieur soit dans une branche d'un repository légitime et qu'ensuite on go get avec une pseudo-version le commit malicieux avec son commit hash, ça veut dire que pour toujours dans le Go proxy, on aura un package malicieux qui n'appartient pas à un commit, à un projet légitime, mais par contre qui sera stocké sous le nom du package légitime. Et ça, c'est très dangereux puisque pour des attaques de social engineering, c'est quand même très compliqué de voir que Kubernetes c'est la combinaison. C'est la combinaison ultime de tout ça, parce que là, on en vient à le package légitime continue d'être légitime, d'être maintenu par le vrai mainteneur, mais ne serait-ce qu'il y a une version parmi les 50 publiées qui est au milieu, elle ne l'est pas. Donc, c'est ça. Et même si le mainteneur légitime se rend compte directement qu'en fait, il y a quelque chose qui a été ajouté dans la branche et qu'elle est plus légitime et qui supprime la branche, bah, c'est trop tard puisque le commit est déjà associé à son compte et il est déjà stocké dans le proxy Go. Donc, ça peut être assez dévastateur. Oui.
Mais c'est super intéressant, tout cette présentation-là, ce danger-là imminent dans lequel on vit. Et même le côté immuable du gros proxy est un problème en soi, justement, comme vous concluez plus vers la fin. C'est intéressant, c'est très intéressant ces recherches-là. Je vais vous laisser le mot de la fin, puis je pense que Garance a quelque chose justement à mentionner de spécial. Oui, de mon côté, merci encore de nous avoir. Je pense que ça clôt un peu l'épisode précédent où vous avez rencontré les autres personnes dans l'équipe, mais Garance, oui, effectivement, tu as le mot de la fin. Oui, merci beaucoup de nous accueillir. C'est un plaisir de pouvoir partager notre recherche comme ça. Et mot de la fin, je dirais quand même que même si Go a ses petites faiblesses, ça reste un écosystème qui est évidemment très bien designé et qui reste quand même assez sécuritaire. C'est vrai qu'il faut être vigilant, mais ça n'a rien de pire que NPM ou PyPy. Je veux quand même que ce soit clair. Et si jamais il y a des gens que ma recherche a intéressé, je cherche en ce moment un travail à temps plein en France ou en Europe. Donc n'hésitez pas à me contacter. Merci. Super.